Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport 2 pour le retour en cette fin d'année 2012 du bowling sur l'antenne d'Eurosport 2 avec la première étape de la tournée 2012 organisée par le Bowling Promotion Cup. On va aller du côté de Vitré en Ille-et-Vilaine pour assister à cette première compétition de l'année avec à mes côtés et comme d'habitude avec un immense plaisir on reçoit Bernard Morat. Bonsoir Bernard. Je pense qu'on va se régaler. Nous allons voir du beau bowling. Alors, on se retrouve au Skittle, qui est le bowling de Vitré, pour une compétition qui est donc organisée par Bruno Bidon, qu'on connaît bien, puisqu'il vient régulièrement nous donner ses observations, comme vous, Bernard, qui est à la fois, Bruno, sur cette épreuve, organisateur et en même temps il est compétiteur puisqu'il oui, ça c'est très difficile de jouer et d'organiser en même temps, c'est vraiment une prise de tête complète. Alors on va expliquer un petit peu le format. Il y a déjà une première partie de qualification. Absolument, il y avait 8 joueurs invités pour construire cette émission de promotion, comme son nom l'indique. Il y avait 2 Russes, 2 Anglais, un Hollandais, un Allemand, un Franco-Monégasque et un Français. Et donc on a disputé 4 parties pour effectuer ces qualifications, à l'issue desquelles on a donc eu un classement avec ces 8 joueurs, et le format va donc opposer les 3 moins bien qualifiés pour commencer. Absolument. Le meilleur d'entre ces 3 va ensuite avoir le droit de défier les 2 qui sont au-dessus de lui dans ce classement de qualification, et ainsi de suite, jusqu'à les défier. Donc Matt Miller, qui lui, en gagnant les qualifications, est assuré d'être en finale. Et Matt Miller a été très brillant sur les 4 parties de qualification, puisqu'il a réussi 235,7 de moyenne sur les 4 parties de qualification, comme je viens de le dire. Ouais, on y reviendra parce qu'il y a Mike Query aussi, un autre Anglais, qui lui a réalisé 233,50 en moyenne de qualification. Donc ça s'est joué vraiment à rien entre les 2 hommes, mais c'est comme ça, le bowling, c'est impitoyable. Il faut avoir le meilleur total. Alors on retrouve ici les 3 hommes qui ont terminé donc respectivement au 6e, 7e et 8e place, à commencer par Bruno Bidon, qui s'est pas fait de cadeau. Il organise, mais finalement il se retrouve dans la première partie engagée. Alors plus on va aller dans la compétition, plus on restera longtemps sur les rencontres. Bruno, qu'on retrouve ici dans la 8e à la fin de ce match, quasiment. Oui, exactement. Avec Jonathan Lefebvre aussi. Alors Bruno, lui, sur les 4 parties de qualification, a quand même réussi plus de 197 de moyenne. Et Jonathan Lefebvre, ici, il a réussi, lui, 184 de moyenne. Quant au Russe Sergei Andreev, il a réussi 193. Et le voilà, le Russe en question, qui a la particularité d'être équipé de lunettes équipées d'œillères. Ça, c'est un truc qui avait fureur dans les débuts du bowling en France. C'était du dernier chiffre, vous voyez, chic, on jouait avec des œillères de façon à fixer son point de visée, la concentration, sa concentration. Oui, ça se fait beaucoup en tir à l'arc et en tir tout court. Vous voyez, mais au bowling, ça s'était quasiment perdu depuis plus de 20 ans. Mais vous voyez, ça marche. Ah bah ça a l'air, en tout cas. Excellent. Et Andreev qui... Alors il était moins bien classé que Bruno Bidon lors des qualifications, mais c'est lui pour l'instant qui est devant le Français. C'est lui qui mène cette rencontre. Et il sera opposé, si c'est lui qui gagne, au Hollandais Phil Hust et à l'Allemand Peter Knopf. Phil Hust a réussi, lui, 202 de moyenne, et Knopf, l'Allemand, 200. Voilà, Phil Hust qui a terminé 4e de ses qualifications et Peter Knopf 5e. On comprend bien le principe. Très important de bien réussir les qualifications, parce que sinon on s'allonge vraiment le parcours pour éventuellement essayer de gagner. Et là Bruno Bidon c'est que ça ne sera pas son heure. Ce n'est pas lui qui jouera le match suivant. Il va pouvoir rapidement se tourner à la préparation de la manche suivante, qui avait lieu à Châteaubriand et qui vous sera raconté et commenté par mon confrère François Delmotte avec Bernard Morat. Oui, je vais rester. Allez, je prends racine à Eurosport 2.
puisqu'on parle de Racine, restons dans les auteurs. La manche d'après, ça sera Châteaubriand. Châteaubriand, Voilà, absolument. justement, on en parlait. Voilà. Sur un bowling municipal qui s'appelle aussi le Skittle, qui a le même nom que le bowling de Vitré. Et la dernière étape, la double dernière étape, ça sera du côté de Rennes-Cap-Malo. Il y aura 2 compétitions, la finale individuelle et par équipe. Rennes-Cap-Malo, qui est un établissement absolument superbe, qui a été reconnu comme meilleure décoration de l'année par la revue américaine Bowler's Journal. Quand Rennes-Cap-Malo a ouvert, il a reçu les félicitations et le prix du meilleur bowling de l'architecture, la meilleure de l'année. C'était il y a 3 ans. Alors le Russe Sergueï Andreev qui fait la course en tête pour le moment. Et on va attaquer la frame numéro 10 justement avec Andreev. Magnifique strike, vous l'avez vu, hein, la boule en pleine poche. Merveilleux. Ah, ça fait quand même une drôle d'allure, hein, mais ça fait un espace publicitaire en plus. Oui, pourquoi pas avoir de la publicité sur ses œillères. Là déjà il en a dans le dos, il joue, j'ai l'impression, pour une banque, si je lis bien les caractères cyrilliques, balalaïka ou quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà ce qui arrive quand la boule ne touche pas la quille de tête. Tout est possible. Et la même chose, mais avec une reprise d'adhérence un petit peu plus tôt pour la bille, et ça fait un strike. N'oublie pas de montrer son sponsor. Et le public appuie les coups, hein, vous l'avez vu, vous l'avez entendu tout au moins. Ouais, il y a une bonne ambiance. Pas facile là pour là, c'est très Bruno, difficile. Cette configuration. Et on peut pas faire beaucoup mieux. Ah bah si quand même, parce que j'avais pas vu, il a même manqué la quille numéro 1, je crois. Oui, il n'a fait que 6 et 2 pour finir et il a un total de 186. Autrement dit, il est condamné. Parce que ses 2 adversaires sont tout à fait en position pour faire beaucoup plus. Ouais, au-delà de 200. Et je crois qu'avec ce 8, le Russe va réussir un total de 277, qui est une superbe partie. Hein. 277, c'est énorme. Et Jonathan Lefebvre peut dépasser les 220. Avec un strike, superbe. Excellente prise de vue, on voit bien l'entrée de la boule dans les quilles et son action. Oui, c'est vrai, c'est bien noté. La 186, c'est Bruno Bidon qui a fait 186. Ouais, ce qui est sensiblement moins que ce qu'il avait fait en qualification, hein, puisqu'on l'a dit, il tournait à presque 200 lors des qualifications. Eh oui. Mais organiser et jouer un jeu, c'est vraiment difficile. On lui pardonnera. Ah, et c'est mal récompensé là pour Lefebvre qui va devoir s'y reprendre à 2 fois. Et qu'ici, il réussit le spare, ici, s'il réussit les 2 quilles restantes, arrivera à un total de 226. Allez, retour à Vitré pour le quart de finale de cette épreuve d'ouverture. On va la présenter comme ça, du Tour 2012 organisé par le Bowling Promotion Cup. Alors, on a vu la victoire dans le premier match du Russe Sergueï Andreev, qualifié donc pour ce quart de finale. On le voit au fond de l'écran. Andreev qui est donc opposé à Phil Hulst, le néerlandais, et à Peter Knop, l'allemand, pas du tout américain. Pourquoi j'ai sorti ça. Donc Phil Hulst avait terminé 4e, Bernard, des qualifications avec 202,75 de moyenne, et Peter Knop 200,50 de moyenne. Très homogène, hein, cette partie. Ce sont des joueurs qui sont, comme nous disons, au par, c'est-à-dire qu'ils sont à 200 ou plus,
qui est maintenant un score nécessaire si on veut figurer quelque part dans une finale. Et là, on a vu que c'est Phil Hulst qui avait pris le meilleur départ. Déjà 110 pour le Néerlandais. Et on en est à la frame numéro 7 avec ici, toujours avec ses lunettes assez étonnantes, Sergueï Andreev. Un petit peu moins de réussite que lors de la première rencontre, le Russe. Oui, la première rencontre 277, c'est quand même exceptionnel. Ça m'étonnerait qu'il réussisse la même performance 2 fois de suite, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. 277, c'est des scores de PBA quasiment. Oui, tout à fait. Le record américain, c'est 3 fois 300 de suite. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas encore eu 4 fois 300 de suite. Mais il y en a 17 dans l'histoire des États-Unis des séries à 900. C'est énorme, énorme. Allez, Knopp. Peter Knopp, oui. À qui il reste une quille également, la numéro 10. Peter Knopp qui à un moment avait tenté sa chance dans la tournée professionnelle américaine. La fameuse PBA? Dans la fameuse PBA, il a tenu 1 an je crois, mais il n'a pas réussi à y gagner suffisamment pour subvenir à ses besoins. Bernard, rapidement, puisque c'est le premier rendez-vous de l'hiver 2012-2013 sur Eurosport, on va peut-être rappeler justement la notation du bowling, parce qu'on nous demande souvent comment on attribue les points. Il y a 10 quilles sur la piste. Oui. On a dans les manches normales, je ne parle pas de la 10e, 2 boules à envoyer. Si on les fait toutes tomber, ça s'appelle donc un strike. Un strike. Avec la première boule, on ne joue pas la deuxième. Voilà, bon, on est puni en quelque sorte. Mais, et à ce moment-là, en fait, les points vont... C'est la frame suivante qui va compter double en quelque sorte. Si on a fait strike, c'est les 2 frames suivantes qui vont définir le score. Si on fait 3 strikes de suite, on marque 30 points, puisqu'un strike vaut 10 points. 30 points dans la première frame, dans le premier carreau, comme disent les Québécois. Voilà, et d'où l'idée d'avoir un maximum à 300, parce que si vous faites ça 10 fois, puisqu'il y a 10 frames, vous faites 10 fois 30, ça fait 30 points, ça fait 300 points. Exactement. Et alors, quand on ne fait pas tomber toutes les quilles avec la première boule, on a le droit avec la deuxième d'essayer de faire tomber celle qui reste. Auquel cas, si on réussit, c'est un spare qui vaut 10 points plus la frame suivante. Le strike, c'est plus 2 frames et le spare, c'est 1 frame en plus. Et évidemment, si on ne fait pas tomber toutes les quilles, on ne marque que le nombre de points. Exactement. Équivalent au nombre de quilles que l'on a fait tomber, c'est-à-dire de 0 à 9. Exactement, de 0 à 9, tout à fait. Mais maintenant, dans le temps, quand nous marquions à la main, tout le monde savait marquer. Mais maintenant qu'il y a des scoreurs automatiques, j'ai vu des joueurs et des très bons joueurs qui, si le scoreur automatique est en panne, ne savent pas marquer les points. On est devenu un peu paresseux dans certains cas. Dépendant à la technologie. Dépendant de la technologie, tout à fait. Oh, le Peter Knopp fait... il est en train de revenir et il a eu un début un petit peu plus difficile que ses rivaux. Et il est en train de mettre le turbo au rapport à un de ses sponsors qu'il y a sur son maillot. Phil Hulst, qui est un excellent technicien. Il a une boule très rapide et il est d'une précision quasiment diabolique. Voilà, et à cet instant de la partie, on l'a vu, 17 points d'avance sur Andreev et 21 sur Knopp. Alors ça ne veut pas dire que c'est fait, parce que ça peut tourner très vite en bowling. Exactement, il suffit d'un coup malheureux, il suffit d'une erreur, et à ce moment-là, l'adversaire vous met 2 ou 3 strikes de suite dans la tête, comme on dit, et la partie a complètement changé. Et Andreev, qui a représenté la Russie à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde en Pologne, oui, c'est lui qui représentait la Russie entre le 25 novembre et le 2 décembre à Wrocław en Pologne. Il y avait 84 nations. Les Français, Thierry Sacco a fini 26e à 206 de moyenne, et Wendy Barter qui... Oh là, la féminine, ah oui, là, voilà le mauvais coup par excellence. alors là, un vrai accident. Il a fait 3 quilles, c'est incroyable ça. Oui, à ce niveau-là, c'est quand même rarissime. Peter Knopp là, qui s'est bien loupé. D'ailleurs, il en a même souri.
Et je pense que Hulst, lui aussi, ça l'a fait sourire parce que bon, c'est un accident industriel. Là. J'ai l'impression que la boule est partie avant qu'il ne la lâche. Oui, comme on dit. Il a réussi quand même à aller arracher le spare, c'est pas mal. On dira que le spare n'était pas très difficile parce que les quilles étaient bien groupées. Oui. Qu'est-ce qui restait? Il y en avait un bon paquet. Ouais, enfin là, il y avait quand même un petit peu urgence parce que le spare, on va le dire, à ce niveau-là, c'est le tarif minimum. Ah, c'est le minimum. Mais 3, de toute façon, 3 derrière un spare, il a perdu beaucoup de terrain. Hein. Et il disait donc qu'à la Coupe du Monde, Wendy Barter, la française, elle a participé au quart de finale. Elle a fini 22e à 198 de moyenne. Comment se porte le bowling en France, Bernard? Il y a beaucoup d'ouvertures. Il y a quelques fermetures, hélas, mais on assiste à quasiment 5 ou 6 ouvertures par an. Par contre, au niveau du sport, ça végète un peu. On a du mal à recruter au niveau sportif. Autant en bowling loisir, ça marche bien, autant en sport, c'est plus difficile. C'est pas encore dans la culture des Français. Eh non, les Français, ils ont 400 000 licenciés à la pétanque. Hein, et à population égale, les Français, à population égale en comparaison avec les États-Unis, au lieu d'être 11 000 licenciés, nous serions 400 000. Voilà, ceci dit, les Américains, ils n'ont pas de licenciés pétanque. Eh oui, c'est ça l'histoire. Puis nous, la pétanque, c'est notre bowling à nous. Absolument. Mais bon, il y a justement les efforts, et c'est pour ça qu'on le salue de Bruno Bidon, qui essaye de développer ce sport hautement ludique et familial. Bowling Promotion Cup, le mot est bien choisi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est excellent pour la promotion, la vulgarisation, parce que les joueurs qui sont là sont tous d'excellents joueurs, mais enfin, disons que dans certains cas, on peut arriver à les approcher, voire à les égaler si on est doué et si on s'entraîne. Et puis Bernard, quand on voit le Phil Hulst là, jeune homme athlétique quand même, on comprend que c'est un vrai sport. Hein. Ah là oui, tout à fait. Tout à fait, bel athlète. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est bien placé pour remporter ce match. En tout cas, il est toujours en tête. Mais Sergei Andreev est très bon aussi. Là, il va dépasser les 200 facilement. Hein. Allez, c'est parti pour le Russe. Et voilà. Oui, excellent. Et ça enchaîne, hein, on perd pas de temps. Peter Knop, par contre, lui, a été complètement déréglé sur cette fin de partie. Après son 3, espère, là, il fait 6 sur la frame numéro 10. Ça, c'est... Et là, les quilles ne sont pas bien groupées. Il risque d'en laisser. Hein. Terminé. Il en restera 2 pour Peter Knop, qui va terminer dernier de cette manche avec un score de 166. C'est ça. Ouais, alors qu'il a réussi 200 de moyenne au qualif. Mais sur une partie, tout est possible. Allez, c'est donc Knop qui est qualifié devant Andreev. Allez, retour au Skittle à Vitré pour la demi-finale de cette manche d'ouverture du Tour 2012 de bowling. Alors, Phil Hulst, que l'on a vu juste avant la pause, s'est donc qualifié avec un score de 229 et il retrouve désormais face à lui les hommes qui ont terminé 2e et 3e des qualifications, c'est-à-dire Mike Query, l'anglais, et Viktor Krasavskin, le russe. Alors là, il y a du monde face à lui parce que Query a terminé à 233 de moyenne sur les 4 parties de qualification et Krasavskin à 225, à comparer donc aux 202 de Phil Hulst. Il y a un gap, comme disent les anglo-saxons, il y a un écart. Mais ceci dit, sur une partie, tout est possible. Ce qui est étonnant, c'est de voir que sur les 2 parties précédentes, Andreev avait donc remporté la première manche avec 277 et puis derrière il n'a fait entre guillemets que 220. Donc le plus dur c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr. 497 en 2 frames, c'est parties, beaucoup. Oui. En 2 parties, pardon, oui. Oui, c'est beaucoup. Voilà Krasavskin Viktor, le moscovite. Alors qu'on a aperçu Mike Query, qui lui a lancé cette frame numéro 4.
Ah, il va en manquer une pour Sergei Krasavskin que on sent un peu plus sérieux. Oui, Hein, oui, il n'a pas le sourire facile, monsieur Krasavskin. Mais ceci dit, ça se comprend tout à fait. Il est concentré sur son affaire. Hein. Sur cette partie, il faut la gagner absolument s'il veut jouer la finale contre l'Anglais Matt Miller. Matt Miller. Il faut gagner ce match. Allez, Phil Hulst qui lui s'est qualifié donc avec un 229 lors du match précédent, qui est l'équivalent d'un quart de finale. Ah, et là il en manque une encore. Et oui, la boule a tapé vraiment trop plein sur la quille de tête. Il faut tellement peu de choses. À 1 ou 2 cm près, le résultat n'est plus du tout le même. Il reste la quille numéro 4 à Phil Hulst. On est repassé à Krasavskin. Une quille à faire tomber pour le spare. Et Phil Hulst, la deuxième boule pour cette frame numéro 5. Et alors le public a vitré, on verra aussi sans doute ça à Châteaubriand. On avait amené les enfants des écoles ou des collèges pour suivre la compétition, et c'est pour ça qu'on les entend dès qu'une boule est partie vibrer au rythme de la boule. Allez, Phil Hulst qui lui aussi est allé chercher un spare dans cette frame numéro 5. C'est au tour de Mike Query. Un petit peu moins affûté physiquement que Phil Hulst, mais comme quoi on peut aussi faire du bowling. Voilà, c'est aussi un beau message. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de physique particulier. Pas de physique particulier. On a vu ça à la Coupe du Monde en Pologne, où une petite femme de la République dominicaine d'1m52, 48 kg, a réussi 1250 points sur les 5 parties de qualification. 230 de moyenne, le meilleur homme a fait 222, je crois. C'était incroyable, cette petite femme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un Brooklyn. C'est-à-dire que la boule a touché la quille de tête sur la gauche. Et donc, c'est un... Normalement, c'est pas le meilleur cas de figure. Non, c'est pas un strike orthodoxe. Mais ça compte. Ça compte. Du moment que ça tombe. Mais on a vu le petit geste de Krasavskin, quelque part, qui s'excusait auprès de ses camarades, parce que là, il y a un petit peu de réussite. C'est un peu crapuleux comme strike. Et ça arrive, il faut la provoquer aussi, la réussite. Ah, mais c'est sûr. Allez, Phil Hulst que l'on retrouve. Ah, magnifique. Voilà, un strike d'école, parce qu'on disait qu'il y avait des collégiens. Il était exactement où il fallait. La boule était parfaitement dans la poche. Mais dans les strikes un peu crapuleux, il y a un tournoi américain qui s'appelle Roll to Reach. Il y a $200 000 au premier, rien pour les autres. Et alors en finale, il n'en reste évidemment plus que 2. C'est le premier des deux qui fait 5 strikes consécutifs ou non. À un moment donné, ils en ont tous les deux 4. Il y en a un qui place un gaucher, il place une boule absolument splendide. Et il reste la quille numéro 9. Et par le droitier, il rate complètement son tir. La boule s'en va un peu en zigzag et tout. Et il fait un strike. Mais alors, un carambolage ignoble. Vraiment le désastre. Alors, l'autre est hagard. $200 000 d'un côté et rien de l'autre. Et c'est comme ça. Ça c'est bien beaucoup plus dans la culture américaine que dans la culture européenne. Oui. Tout donner au vainqueur. Il faut être the number one, sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine. Allez, Query qui a laissé une quille, la quille numéro 10, qui est régulièrement celle qui reste. Et pour les droitiers, oui. Et c'est pas facile. Elle est bien faite. Ça sera un spare pour l'anglais. Pour l'instant, c'est donc Krasavskin qui est en avance, 128. Ensuite, on a Hulst qui est à 9 points et Query à 19. Là, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Oui, c'est beaucoup mieux équilibré que le match. Le premier match où il y a eu quand même 40 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Et puis, dans le match précédent, alors c'est énorme, 166 pour Knopf et 229 pour le vainqueur. Là, il y avait beaucoup d'écart. Mais là, c'est très serré, c'est très disputé.
On a vu un baby split pour Krasavskin. Il reste les quilles 3 et 10 parce qu'il y a des appellations selon les configurations de quilles restantes. Quand on se laisse les 3 et 10 ou qu'on se laisse les quilles 2 et 7, on appelle ça le baby split. Sachant que la pire configuration, c'est la belle-mère, non? C'est ça? Non, la pire configuration, c'est le split 7-10. Ah oui, c'est le plus Non, grand. la belle-mère, c'est 2 quilles l'une derrière l'autre. Les Américains disent la quille dormeuse. Et Ah, c'est pas de chance là pour Phil Hulst. les Brésiliens disent Roméo et Juliette. Ah, Nous, en France, on dit la belle-mère. ouais, Mais le mieux, c'était les laitons. Ils appelaient ça polytrouc. Alors, polytrouc, c'était censé la quille à l'arrière. La quille de devant, c'était le policier. Et la quille de derrière, c'était le membre du Parti communiste qui surveillait le policier. Polytrouc. Alors, on est beaucoup plus loin du romantisme brésilien là, du coup. Mais on a bien compris l'idée. Le baby a bien été fait. Ouais, et il s'en est bien Bien sorti, mine de rien, Krasavskin. Allez, c'est Phil Hulst qui doit, lui, nettoyer cette dernière quille, la numéro 10, qui a vacillé, hein, on l'a vu, lors de sa première boule. Elle est faite. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu d'erreur sur les frames, sauf en cas de split. C'est du beau bowling. Hein. Il y a pas dans ce match-là, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Nulle part. Mike Query. C'est strike ou spare. Il joue complètement à contre-piste. Hein. Oui, c'est grande courbe. Hein. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a presque l'impression qu'il est à côté de la piste, Mike Query, mais ça réussit. Il part de gauche et sa boule va frôler la rigole de droite. Là, c'est spectaculaire. Je crois que Krasavskin, lui, a un jeu beaucoup plus direct. Mais il n'y a pas de vérité là non plus. Hein. Chacun a sa méthode. De même dans les vitesses de boules, il y a des boules qui vont à 30 à l'heure, il y en a d'autres qui vont à 22, 23. Il n'y a pas de vérité. Oh, là par contre... Ça s'appelle combo. C'est une figure piégeuse, très redoutée chez les professionnels. Les professionnels ne ratent jamais la belle-mère, mais le combo, on s'en laisse facilement une ou deux. Le combo, c'est donc les quilles 3, 6 et 10, les 3 quilles de droite en fait. Exactement. Ça, c'est le combo de droite et évidemment de l'autre côté. De gauche. C'est 3, 4, 7. 2, 4, 7. Et Phil Hulst. Il y a une bonne opportunité là pour Phil Hulst avec cette petite erreur de Krasavskin. Ah, c'est parfait. Il en profite. Et oui, il le sait bien. C'est un moment qui peut faire basculer cette rencontre. Il avait 9 points de retard sur Krasavskin. Ah, il a quand même réussi à s'en sortir de ce combo. Mais il n'a pas été malheureux là, parce que dans ces cas-là, on dit plutôt qu'il faut viser la quille numéro 6, un peu comme si on jouait le baby. Comme si on jouait le baby split, mais là, il est passé par l'extérieur, il a réussi, tant mieux. Seul le résultat compte. Exactement, il s'en sort avec le spare. Mike Query. Qui fait de la publicité pour le Pro Shop de Londres. C'est le London Pro Shop. Le bowling en Angleterre est plus développé qu'en France ? Il est plus développé qu'en France, oui. Il doit y avoir pas loin de 20 000 ou 25 000 licenciés en Angleterre contre 11 000 en France. Il faut dire qu'il pleut plus souvent. Souvent, hein, il y a une forme de logique dans les disciplines. Oh là, beaucoup de chance quand même, parce qu'il aurait pu se retrouver avec le split. Avec le plus grand split qu'on puisse avoir, la 7 et la 10. Ça aurait pu, oui. Alors il se place avec précision et précaution. Et souvent, c'est un des défauts des amateurs. On ne prend pas assez de précautions dans son placement pour faire les spares.
on a tendance à un peu les négliger. On recherche le strike à tout prix. Et on voit que l'écart s'est réduit. 6 points désormais entre Krasavskin et Phil Hulst. Il y en avait 19 entre le Russe et Querrey. Il n'y en a plus que 16. Et là, il y a un petit fléchissement au plus mauvais moment. Là. Très disputé. On le retrouve. Krasavskin, frame numéro 9. On rentre là. Pas encore tout à fait. Le Money Time, c'est vraiment la frame numéro 10. Et il a compris qu'il fallait se relancer. Petite tape là dans la main de Phil Hulst. Il lui passe son strike. Sportivement, ça veut dire tiens, je te passe mon strike. Ouais, parce que finalement, on s'affronte sans véritablement s'affronter en bowling. On est plus face à soi. Absolument, c'est un sport très individuel. Mais enfin, oui. Encourager l'adversaire, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Ne pas le mépriser, d'accord, mais... Ah, encore un Brooklyn. Aïe, 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 un Brooklyn. Mais s'il gagne sa qualification grâce à ce strike en Brooklyn sur la frame numéro 9, il pourra aller mettre un cierge dans l'église de Brooklyn. Et là, il aura mérité. Pour l'instant, Mike Querrey est un petit peu en difficulté. Là, il faut réagir maintenant parce que ces deux rivaux ont jusqu'à présent, on l'a vu jouer 1, 2, 3, 4 fois 9. 9 espère, il n'a pas fait d'erreur, mais 4-9. Encore un 9. Ouais, c'est étonnant. Hein. Là, il y a un problème de réglage pour Mike Querrey. Il manque très peu de choses. Un tout petit peu de rotation ou un poil de vitesse en plus ou en moins, allez savoir. Le tout, c'est de ne pas rater son spare. Bien jouer au bowling, c'est faire ses spares. Et ces gens nous le démontrent. Allez, on va voir s'il arrive à sauver le spare quand même. Oh, oui. Il n'y a rien de trop. Hein. Heureusement que la piste n'était pas plus longue. Il s'en sort encore une fois Querrey, mais avec un spare. Alors est-ce que là on attaque la frame numéro 10? Oui. Oui, on attaque la frame numéro 10. Hein. Aïe, 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 un 8. Ouais, et là, c'est peut-être l'accident de trop pour Krasavskin. Parce que ça va laisser la possibilité à Hulst de passer devant. Ah, si Hulst en met un, là, ça en fera 3 de suite, ça va faire beaucoup. Comme les anglo-saxons disent, le momentum, il est du côté de Phil Hulst. Qui lui aussi se place pour jouer à contre-piste. Ah, splendide. Et il y va. Et il a réussi à vraiment faire progresser son jeu, Phil Hulst, au moment où il le fallait. Un triplé. Il peut faire 240 là. C'est gros. Allez, le spare est pour fait. Donc 215 Krasavskin. maxi maintenant pour Krasavskin. Ouais, ça sent pas très bon là pour le Russe qui pique un petit peu du nez au plus mauvais moment de la partie pour lui. Un peu plein, c'est un 9. Ouais. Maximum 2,28 maintenant. Et maximum 215 pour Krasavskin. Oui, c'est. Ouais, là on peut dire que c'est devant. Ouais. Et que mon Querrey est trop en retard. Ah, il en manque encore une pour Krasavskin, la 6 qui reste debout. 214. 214. Ouais, Alors, même avec un triplé, Querrey ne peut faire que 208. Il l'a raté. Alors 214. 227, pardon. 227 pour Hulst, c'est donc 214 pour Krasavskin, ce qui veut dire que Phil Hulst a toutes les chances d'être qualifié. Parce que Querrey est trop loin. Querrey est trop loin là, il ne peut plus. Même avec un triplé, il ne fera que 208.
Oh Alors Lucky qui est venu abattre la 10, on appelle ça la messagère. La messagère a bien fait son travail. Exactement, il n'avait pas été franchement gâté par le sort. Mike Query, là il a un petit coup de pouce. Ça ne changera pas sa destinée sur cette demi-finale. Donc la finale, c'est Phil Hulst contre Miller. Matt Miller. Et le deuxième strike consécutif pour Query. Il secoue la tête parce que c'est trop tard, malheureusement. C'est trop tard. Ce qui doit être d'autant plus rageant d'ailleurs. Ah, il a fait 4 x 9. Et là maintenant il a bien trouvé le rythme, vous voyez. Il a doublé, il l'a placé encore pour 1. Mais ça fera que 208. Et le troisième Magnifique. strike consécutif pour Query qui termine troisième et le qualifié pour la finale, c'est donc Phil Hulst. Allez, c'est le moment de la finale entre Matt Miller qui avait donc dominé les parties de qualification. Le voici, Matt Miller au premier plan. Et donc Phil Hulst qui est parti des quarts de finale et qui est allé jusqu'à la finale face à son adversaire. Donc Matt Miller, et ça commence pas très bien. Alors ça commence mal. Le washout n'a pas touché la quille numéro 1. Ceci dit, c'est pas un split. Tant qu'il y a la quille numéro 1, ce n'est jamais un split. Mais il faut quand même le réussir. C'est pas facile. Allez, Phil Hulst qui a très bien terminé la demi-finale. Et qui reste sur une bonne dynamique là avec ce strike pour débuter. Oui, et puis il a les deux parties que nous avons assisté, les deux parties où nous l'avons vu jouer, il a fait 229 et 227. Il est bien. Oh là là, il a raté de peu là. Oui, mais commencer la finale par un trou, c'est pas bon. Oui, surtout quand en face on fait un strike. Là, forcément, oui. C'est très compliqué d'entrée de jeu pour Matt Miller, qui avait réussi donc 943 sur les 4 parties de qualification. Un beau score quand même. Ah, je pense bien. C'est un excellent score, 235,7. Mais Matt Miller, on l'avait vu pour la première fois se révéler, c'était à Toulon lors de la Coupe du Monde Kubica AMF justement. En 2010 à Toulon, il avait fait la finale, il avait joué la finale contre le Canadien Michael Schmidt et c'est le Canadien qui avait gagné. Mais Matt Miller, on l'avait bien vu à l'époque. Et alors, il a cette particularité, c'est que son pied termine très près de la ligne de faute. Souvent, on est inquiet pour lui parce que vous savez que si vous piétinez la ligne de faute, la boule compte pour 0. Et son pied, souvent, s'arrête à 1 ou 2 cm de la ligne de faute. Je ne sais pas si on le verra là, mais c'est... En attendant, monsieur Hulst n'amuse pas le terrain. Donc ça fait déjà 30 pour... la première frame en ce qui concerne Hulst, puisqu'il a fait 2 strikes consécutifs. Et Miller là va courir un petit peu après le score, même s'il a fait un strike lui aussi dans la deuxième frame. Oh, s'il a retrouvé son jeu, il devrait lui aussi continuer en strike. Oh là là. Là, ça devient compliqué quand même. Là, il y a un split. Ah là, celui-là, oui, ça c'est un très beau split. Faisable, mais... difficile. La 2, la 4 et la 10. Donc là, il faut essayer d'aller percuter les deux quilles du côté gauche, les 2 et la 4 pour l'envoyer sur la 10, mais ça n'a pas marché. Et surtout, il en laisse encore 2. 2 trous en 3 frames dans la finale. Je crois que la messe est dite. Hulst va jouer sur du velours. Oui, alors attention quand même, parce que ça peut peut-être déconcentrer un peu de se dire que là, il va y avoir un gros avantage. Ah oui, que Hulst puisse se dire, oh ben ça y est, c'est facile, c'est moi qui vais gagner. Mais je pense pas. Oh, triplé. Le triplé là. Turkey, bel athlète, Superbe.
Alors le turkey, c'est quand on fait... Le turkey, c'est le dindon. C'est quand on a 3 strikes. Dans le temps, les strikes étaient difficiles et il y avait un propriétaire de bowling qui offrait un dindon à ceux qui réussissaient 3 strikes de suite. Et c'est resté, le nom est resté, un dindon. Et quand on en fait 4 de suite, il y a un journaliste américain qui avait lancé le terme ham bone, l'os de jambon. Mais on n'a jamais su pourquoi, parce qu'en plus, en argot américain, le ham bone, c'est l'idiot du village. Ah oui. Alors on n'a jamais compris, mais enfin bon, c'est resté dans les paroles. Alors, Phil Hulst. Alors on va voir s'il fait justement un ham bone. Un 4e consécutif. Va-t-il faire le ham bone? Et non. Et non, il s'arrête au dindon. Phil Hulst. Bon, rien de dramatique quand même. Hein. Oh, la quille, là, pour lui, c'est une quille qui est sur la gauche, alors que lui est droitier, c'est une formalité. Mais... Oui, c'est une formalité une fois qu'elle est tombée. Voilà. Ah, il a pris une boule spéciale. Hein. Oh, elle est magnifique. On le disait, hein, formalité, oui, mais c'est pas passé loin. Et là, rien de trop. Vous voyez l'écart, hein, 89 à 44, là, les 2 trous en début de partie pour Matt Miller, qui ont été dévastateurs pour le score de l'Anglais. Maintenant, il n'a plus qu'une seule solution, c'est le strike. Et les strikes consécutifs. Eh oui, mais aïe. encore une fois. Jusqu'à présent, il n'a réussi qu'un seul strike sur cette partie. Et on voit bien la différence, hein, de gestuelle avec un geste beaucoup plus coulé pour Phil Hulst et un lancer beaucoup plus heurté. Oui, c'est ça. Oui. Il force un peu, oui. J'espère. Non, je vous ai dit que Miller n'avait fait qu'un strike. Non, il en a fait 2. Il en a fait strike à la frame numéro 2 et strike à la frame numéro 4. Oui, pour l'instant, c'est 1 sur 2. Oui, 1 sur 2. Ça suffit pas, hein, ça suffira pas face à Phil Hulst, qui est très très solide. 3 strikes pour commencer, 1 spare pour enchaîner à la frame numéro 4. Ça fait 4 strikes en 5 frames. Hein, pour 5 frames. Le néerlandais, c'est une première moitié de partie là, très très solide de la part de Phil Hulst, qui va continuer à creuser l'écart sur son rival. Monsieur Matt Miller, vous devez faire strike maintenant. Absolument. Et non, ça ne veut pas. Il se laisse la 10. La particularité de cette compétition, il n'y a aucun gaucher. Oui, je me suis fait la réflexion. J'ai pas forcément fait attention sur la première rencontre. Bon, c'est que Bruno Bidon est droitier. Ils sont tous droitiers là. Avec. Et ça sera un spare pour Matt Miller dans cette frame numéro 6. Hulst. Il est sur un strike. S'il double là, je crois que il se met hors de portée. Oh, et c'est magnifique. Et magnifique. Dans la gestuelle et dans le résultat, c'est superbe. Et l'écart qui continue de se creuser, 46 points d'écart. Oui, 46 points. Là, et il ne reste que 4 frames à jouer. Il faudra un petit miracle, hein, pour Matt Miller. Surtout, il a plus son destin entre ses mains. Là. Ça passe forcément. Bon, lui doit faire maintenant que des strikes. Et derrière, il faudrait qu'il y ait une petite catastrophe
pour Phil Hulst, mais ça veut pas tomber du côté de Matt Miller. Encore une fois, il en reste une. La quille numéro 3, c'est pas difficile. Ça doit être une formalité. Et il la joue avec sa boule de strike. Il n'a pas pris sa boule de spare. C'est quoi là? Il est passé à côté. Oh là 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 là. Bon, ben là, il n'y a plus de match. On connaît le vainqueur de la compétition à Vitré. Ça sera Phil Hulst. À Vitré, en Ille-et-Vilaine. Il y a une différence entre une boule de strike et oui, spare. La boule de spare est réputée prendre beaucoup moins de courbes, beaucoup moins de crochets que la boule de strike. Dans le temps, on disait que la boule de strike devait être une boule molle, c'est-à-dire qu'elle était d'une consistance un peu plus molle, autant que faire se peut. Et donc, elle prenait beaucoup d'effets. Tandis que la boule de spare, qui est une boule dure, elle a tendance à aller tout droit. Et on ne cherche pas sur une quille seule. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir une trajectoire particulière. Ça n'a aucune importance. Et le premier petit faux pas de Phil Hulst. Oh. C'est le deuxième 9 de sa partie, mais... Elle roule sur les trous, on l'a bien entendu. Oui. Hein. Elle roule sur les trous, sa boule, mais le spare est fait. Là, l'écart est considérable maintenant. Oui, on avait 46 points d'écart après la frame numéro 6. L'écart qui continue de se creuser. La Matt Miller n'a pas réussi du tout à rentrer dans cette finale. Voilà bah quand même. Frame numéro 8 donc. Aurait-il trouvé sa ligne de jeu? Ça arrive ça, vous savez, qu'on cherche. Et il faut tellement peu de choses. S'avancer d'un demi-pas, se reculer d'un demi-pas. Oui, et puis le fait aussi que Phil Hulst ait démarré en quart de finale, il a pris ses marques. Absolument. Et la piste évolue en même temps que lui, finalement. Exactement. Alors là, il y a deux possibilités. Phil Hulst, comme il a déjà joué 2 lignes avant, il est parfaitement en ligne, il sait ce qu'il fait. Par contre, si jamais Phil Hulst perd, c'est parce qu'il était fatigué. L'autre, comme il n'a fait qu'une partie, il est moins fatigué. Mais il est moins réglé. Celui-là, il est crapuleux. Oui, là, c'est sûr. Mais bon, vous le voyez, hein, l'écart qui continue. 67 points d'écart désormais. Oui. C'est fini. C'est presque dommage parce que du coup, il n'y a pas eu véritablement match dans cette rencontre. Doublé. Ça y est, effectivement, il a réglé la mire. Oui, mais même s'il réussit un triplé sur la frame numéro 10, il ne peut atteindre que 191, et je crois que son adversaire les a déjà. Oh, il y est presque. Ce sera le 9. Il reste la 3 pour Phil Hulst. Voilà, 196. Effectivement, vous nous disiez que le maximum c'était 191 désormais pour Matt Miller. Donc on peut dire que c'était la balle de match et que ça y est, c'est fait. Et alors pour la petite histoire, il faut bien savoir que s'il gagne cette partie, cette finale, il touchera 2500 €, monsieur Hulst. Et les autres se partageront 3200, quelque chose comme ça. On a quand même réussi à trouver un peu d'argent. Pour faire une prime. Pour faire une prime intéressante. Bon, on n'en est pas encore aux 200 000 $ alors. non. Ça viendra. Mais il continue, il fait plus que des strikes, monsieur Miller. Oui, c'est un petit peu comme son compatriote, Mike Query, qui avait terminé en faisant des strikes lui aussi, mais alors que le score était déjà trop largement en sa défaveur.
Oh là là. La belle réponse quand même. Il aura fait une très très grosse partie. Hein. On va voir jusqu'à où il va au niveau du score, mais on va avoir un beau total aussi pour Phil Hulst. Il peut faire 238. Allez. Eh oui. Mine de rien, c'est le 4e consécutif. Oui, mais tout ce qu'il n'a pas eu en début de partie, Matt Miller, il le retrouve là sur cette fin de finale. Que n'ai-je commencé plus tôt, doit-il se dire. Oh, le beau split. Il était temps que ça se termine hein, finalement pour Phil Hulst, parce qu'on sent que le rapport de force est en train de s'inverser. Oui, s'il fait une quille sur ce split, il fera un total de 227, alors qu'il a fait 229 et 220. Toutes ses parties jouées ici sont à plus de 220. Allez, Matt Miller. C'est un 9 seulement. C'est un 9 pour terminer. Donc 190 pour l'anglais. Ça sera 0 là. 226. 226 à 190, c'est donc Phil Hulst qui s'impose dans cette finale de Vitré, au Skittle de Vitré. La prochaine étape, c'est donc du côté de Châteaubriand, une épreuve que vous allez vivre en compagnie de François Delmotte et donc de Bernard Morat. Et oui, fidèle au poste.